Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur la scène Natexpo. Alors je vous rappelle le principe de nos tables rondes. Nous abordons un sujet en lien direct et qui fait l'actualité de la bio avec des acteurs, des spécialistes, des observateurs du secteur et tout cela sans langue de bois. Des experts à qui vous, qui nous avez fait l'amitié de nous retrouver ici sur la scène Natexpo, pourrez poser toutes les questions que vous souhaitez. Il suffit de nous faire un petit signe et on vous donnera le micro. Alors le sujet que nous allons aborder en cette fin d'après-midi est hautement polémique. Et force de reconnaître que quand on parle notamment d'agriculture bio, d'environnement, de perte de biodiversité et j'en passe, on entend à peu près tout et son contraire. Alors, comment, de manière sereine et objective, faire passer le message pour que nous, consommateurs, nous puissions nous faire une idée et la meilleure idée possible de la situation. Alors pour en parler, à mes côtés, Nadine Lauvergeat. Bonjour Nadine. Bonjour. Alors vous êtes déléguée générale de Génération Future. À mes côtés également Charlotte Bernigaud. Bonjour Charlotte. Bonjour. Vous êtes directrice campagne et mobilisation de l'association, On est là. On est prêt. On est prêt, vous nous direz ce que c'est qu'on est prêt. Et puis Aurélien Cher. Bonjour Aurélien. Bonjour. Vous êtes chargé de projet agroécologie à l'association Solagro. Alors, je disais que quand on est simple citoyen et qu'on essaye de se faire une idée sur les bienfaits ou pas de la bio, sur la dangerosité ou pas des produits de traitement des cultures, on se retrouve devant une masse d'informations, une masse d'arguments, une masse de contre-arguments, une masse de polémiques, parfois même de dénonciations de scientifique à scientifique. Alors, comment se faire une idée? On va commencer avec vous, Nadine. Devant toute cette masse d'informations, comment nous, les pauvres citoyens qui regardons la télévision et les chaînes d'infos, on peut se faire une idée? Alors, on peut se faire une idée en se rapprochant de structures, d'associations qui travaillent sur le sujet depuis des années, comme Génération Future, par exemple. On a, nous, justement, publié un certain nombre de documents qui fait une recension, en fait, de la donnée scientifique qui montre que, oui, la bio, ça apporte des bénéfices à plein d'égards. On va pouvoir détailler, mais globalement, on sait que, par exemple, déjà, quand vous consommez des fruits et des légumes bio, vous avez moins de risques de vous retrouver avec des résidus de pesticides dans votre alimentation. On sait qu'à peu près, les conventionnels, c'est 73% des légumes et à peu près la moitié, 73% des fruits, et 50% des légumes qui contiennent des résidus de pesticides. Ça, ce sont des données officielles et c'est le travail des associations de les vulgariser et de les rendre accessibles au plus grand nombre. Mais alors, le problème, c'est qu'à chaque fois que vous communiquez, que vous donnez ces chiffres, on dit ouais bon, ils sont bien gentils, Génération Future, mais ils prêchent pour leur paroisse, ils donnent des chiffres avec leurs propres scientifiques qui sont totalement invérifiables. Alors vous répondez quoi à ça? Ben on répond non. Nous, ce qu'on fait, c'est alors on a bien sûr des scientifiques aussi en interne, on a des toxicologues qui sont reconnus, des chimistes bien sûr, mais on s'appuie aussi sur la science publiée par les pouvoirs publics, notamment la recherche médicale, par exemple l'INSERM qui a publié un certain nombre de données, ou en France il y a une cohorte qui s'appelle la cohorte Nutrinet qui a publié un certain nombre de données qui montrent qu'il y a plus d'effets positifs de consommer du bio, moins de risques de développer des diabètes de type 2 par exemple, moins de risques de surpoids, moins de risques de certains types de cancers. Ça, c'est pas les données de Génération Future, ce sont les données de la recherche médicale et donc de scientifiques qui sont dans des labos et qui font des études. Mais alors, par exemple, quand vous parlez de surpoids, il suffit juste de contrôler son alimentation, non? C'est pas suffisant parce que malheureusement justement. Ah, je comprends mieux pourquoi j'ai un problème alors. Ça peut aider bien sûr, mais dans les données qu'on a, par exemple, vous allez avoir des résidus de pesticides qui sont des perturbateurs endocriniens, qui sont obésogènes et qui peuvent du coup amplifier l'effet de l'obésité. Alors, Charlotte, même question. Comment on fait pour se faire une idée? Vous êtes plutôt dans l'action, vous allez dire, pas coup de poing, mais spectaculaire en tout cas. Tout à fait, on est prêt, on est dans la prise de conscience. Oui, tout à fait. Nous, on travaille en tout cas à sensibiliser et à mettre en action les jeunes sur les sujets des enjeux écologiques et de la justice sociale. Donc évidemment, c'est notre cœur de métier de passer à l'action et évidemment de rendre ça disponible au plus grand nombre et notamment à la jeunesse pour leur permettre de trouver les moyens d'agir. Alors comment vous faites? Parce que pour les jeunes, c'est encore c'est la problématique est la même. C'est comment bien percevoir les messages, à qui faire confiance.
Même s'il y a une volonté généralement de la jeunesse de prendre les affaires en main rapidement. Alors, notre rôle, c'est avant tout de s'appuyer sur des alliés et des partenaires, et c'est notamment pour ça qu'on travaille avec Solagro et avec Génération Future, parce que notre métier à nous, c'est de mettre en valeur leur métier et leur savoir-faire. C'est clair, notre métier, c'est de rendre visible aux yeux de tous ce qui est assez invisible pour le plus grand nombre, et notamment sur les enjeux des pesticides, sur lequel notre dernière action commune, sur lequel on travaille, et on remercie Solagro pour les cartes qu'ils produisent et qui sont des cartes assez scientifiques, assez techniques, qu'il est difficile d'expliquer au plus grand nombre. Merci. Donc notre métier à nous, c'est avant tout de vulgariser ces cartes, de faire que ces cartes soient compréhensibles et de les mettre dans le quotidien, et notamment celui de la jeunesse. Alors on va parler de ces cartes notamment parce que Aurélien, moi je suis fan de votre carte. Depuis que vous m'en avez parlé, je regarde pratiquement tous les jours différents départements, différentes communes, etc. Mais est-ce que ça c'est suffisant? Est-ce qu'aujourd'hui les gens n'ont pas besoin encore de plus d'informations? Alors, et de croiser les informations comme nous le faisons, nous journalistes. oui. Alors nous, notre spécialité à Solagro, c'est pas tant la communication, la sensibilisation. Donc on est vraiment dans la production de données de référence. Alors on a l'habitude de travailler avec les agriculteurs, avec les collectivités. Donc on les accompagne, on produit des références pour agir, donc les amener vers la transition agricole alimentaire. Donc voilà, c'est cette production de références. Nous, on s'appuie ensuite sur Génération Future, sur On est prêt pour diffuser cette donnée. Allez-y. La question, c'était c'est comment on sensibilise les plus jeunes. Et comment on sensibilise les plus jeunes? Alors, bon voilà, nous du coup, on s'appuie, on a ces relais pour diffuser cette information. Nous, quand on a créé cette carte, l'objectif n'était pas tant de sensibiliser le grand public, même si elle a touché, et vous le dites, elle a touché du fait que il y a une entrée par commune, qu'elle est interactive et qu'on peut avoir des informations proches de chez soi. Alors nous, au départ, on a voulu cette carte et cette échelle communale, plus pour amener les agriculteurs, les collectivités à mettre en œuvre des solutions. Donc on a choisi ce grain communal pour dire voilà, on a besoin de références localement. Donc cette carte, en l'occurrence, elle s'appuie sur un indicateur qui est assez technique, qui est l'indice de fréquence de traitement. On a tenté de le vulgariser un peu en faisant cette carte interactive avec comment vous obtenez ces informations? Alors, c'est des informations, comme le disait Nadine, qui sont produites par de la statistique, par des données. Donc là, en l'occurrence, la plupart des données sont des données qui sont issues d'enquêtes sur les pratiques culturales, donc produites par le ministère de l'Agriculture, qui ne sont pas... C'est difficile d'y accéder, de comprendre ce qu'elles veulent dire. Oui, comme généralement les notes du ministère de l'Agriculture, on n'y comprend pas grand-chose. Bon, en l'occurrence, on a quand même la chance d'avoir ces services statistiques qui produisent des données assez précises, assez fines, ce qui n'est pas le cas dans la majeure partie des pays. Voilà. Donc on a la chance d'avoir ces données-là. C'est probablement pas suffisant. Il y a un certain nombre d'informations qu'on voudrait avoir en plus, mais déjà, ça nous permet de faire cet état des lieux et d'avoir une idée de où est-ce que il y a le plus de produits utilisés, quelles sont les cultures qui en utilisent le plus, est-ce que c'est en conventionnel, est-ce que c'est en bio, et comment on peut agir. Nous, on a publié cette carte-là dans cet objectif-là, plus pour accompagner les acteurs, mais on a vu que ça avait un fort retentissement auprès du grand public. On reçoit de nombreux messages. On l'a publié en 2022 et aujourd'hui encore, toutes les semaines, on a des messages de personnes qui ont besoin d'avoir plus d'informations, des riverains qui veulent avoir des informations sur quels sont les produits qui sont utilisés. Donc c'est là ensuite qu'on va renvoyer vers nos vers Génération Future, parce que vous aussi vous avez une carte. Alors vous, c'est différent, c'est les quantités de produits achetés. Alors c'est les données d'achat en effet de pesticides rapportées également aussi à l'échelle de la commune. Hein. C'est l'information la plus précise qu'on puisse avoir malheureusement. Enfin à l'échelle du code postal d'ailleurs, pas exactement de la commune. Malheureusement on peut pas descendre aussi finement actuellement avec les statistiques. Mais nous en effet, une fois que vous tapez votre commune, vous pouvez savoir quel profil en fait de produits ont été achetés. Si ce sont des pesticides qui sont cancérogènes, s'ils sont autorisés en bio ou pas, si ce sont des perturbateurs endocriniens. Et donc ça permet d'avoir une connaissance encore plus fine en fait du potentiel d'exposition que vous avez en tant que riverain, parce que nous, c'était pareil.
cette demande, elle est formulée en fait localement par les gens pour savoir mais à quoi on est exposé. Et la réponse qu'on leur apportait, c'est aujourd'hui on peut pas vous le dire, maintenant on peut, pas aussi précisément qu'on le souhaiterait, mais déjà ça vous donne une indication. Parce que les produits sont achetés, ça veut pas dire qu'ils sont utilisés, mais on imagine que quand même sur le Oui, secteur, on achète ils le sont. rarement des produits pour les garder dans la grange. Voilà, on peut supposer que quand même l'agriculteur va pas faire des achats juste pour les stocker, ce qui est possible quand même, mais bon. Et donc a priori, ça donne quand même une information assez fine et permet de savoir si éventuellement il y a eu des effets sanitaires derrière. Peut-être ça peut être lié à des produits spécifiques qu'on aurait pu acheter sur la commune. Est-ce qu'on peut arriver dans un avenir proche à connaître quasiment avoir exploitation par exploitation les quantités de produits utilisés? Parce que c'est ça aussi la vraie problématique. On nous dit, il y a tant de tonnes de produits X achetés. Si on ne sait pas ce qu'elles deviennent et à quel endroit elles sont appliquées, ça change pas grand-chose pour nous. C'est un vrai sujet en effet. Alors nous, on se bat depuis des années pour que les Français, ceux qui habitent dans ces zones-là, aient accès à ce qu'on appelle au registre d'épandage. Vous savez, les agriculteurs sont obligés de tenir des registres. Ces registres, malheureusement, sont pas informatisés, ils sont pas remontés systématiquement. Nous, d'ailleurs, on a des recours juridiques pour pouvoir avoir cet accès en fait à ces données-là. C'est très compliqué. Normalement, il y a une obligation à partir de 2026 qui a été repoussée en 2027 pour que ces registres soient accessibles d'un point de vue informatique. Mais il y a une lutte pour que cette transparence se fasse. Elle est nécessaire parce que nous, quand on nous appelle, que des riverains nous disent, moi j'ai été exposé, j'ai des symptômes, je ressens des choses, et qu'ils appellent les centres antipoison, leur disent mais à quoi vous avez été exposé? Les gens ne sont pas capables de répondre puisqu'ils n'ont pas l'information. Donc c'est un vrai enjeu de santé publique aussi, et à la fois pour les chercheurs, parce que même pour faire leurs propres statistiques, ils ont besoin d'avoir ces données-là, et ils n'y ont pas toujours accès facilement. Alors, en regardant vos cartes, moi j'ai quasiment mis un calque avec une autre carte, celle des lignes TGV, par exemple, et des voies de chemin de fer, on va dire classiques, Paris-Clermont, quand ça marche, etc., et quelques autres. Et est-ce que ça modifie pas un peu la donne, parce qu'on sait par exemple que la SNCF est un énorme utilisateur de désherbants? Non, ça modifie pas la donne. D'abord, ils ont beaucoup réduit leur niveau d'usage des herbicides. La SNCF a fait beaucoup d'efforts. C'est le premier acheteur unique. Donc évidemment, ça donne l'impression que c'est des gros volumes, mais en réalité, évidemment, ce qu'on montre sur la carte, c'est la réalité du territoire. Donc ça, il n'y a pas de problème. Par contre, vous pouvez la superposer avec une autre carte qui s'appelle Dans mon eau, qui est la carte qui vous permet de savoir ce que vous avez dans votre eau du robinet. Et là, entre les données de l'IFT, les données d'achat et les données de pollution de l'eau, là, vous avez une corrélation qui est assez claire. Donc, si je comprends bien, on regarde vos cartes à l'un et à l'autre, on ferme l'ordinateur, et là, on va se mettre sous la couette en disant adieu monde cruel, quoi, non, c'est ça? Non, et là, on consomme bio. Ouais. Oui, mais l'eau, on peut pas faire grand-chose, malheureusement. Ah si, parce que pour le coup, dans l'eau, les produits qu'on retrouve sont des produits de synthèse et des métabolites de produits de synthèse. Donc, il y a quand même des choses qu'on peut faire. Avec une problématique aussi, c'est que certains produits qu'on retrouve très 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 longtemps après. Je pense par exemple au DDT qu'on retrouve, alors qu'il a été interdit en 71, on en retrouve encore des traces dans le lait maternel. Ou même la trazine, de l'importance d'interdire le plus tôt possible les produits quand on sait qu'ils vont contaminer l'eau. Alors Charlotte, c'est compliqué pour après, quand on est consommateur, avoir une action concrète, parce que là on se dit bon ok, dans mon département ils sont classés rouges parce que franchement ils ont la main lourde sur les produits phytosanitaires, et puis après je fais quoi? Alors, si je peux me permettre, on est déjà parti il y a 1 an d'un constat qui était assez fou. C'est de dire, quand on a commencé à se parler autour de ces cartes, nous, on avait, je pense, une espèce d'acquis sur le fait que les gens avaient fait la relation entre agriculture sans pesticides et potentiellement impact sur la santé. Et la réalité, c'est en fait qu'il y a 1 an, on avait sous-estimé ça et il nous semblait absolument clé, avant tout, de remettre en avant cette corrélation, et notamment auprès des jeunes, parce qu'on s'est rendu compte que malheureusement ce lien il n'était pas obligatoirement clair. Et c'est de là où aussi on est parti, et comme le disait Nadine, ces cartes elles nous permettent de faire le lien aussi avec la santé des gens. Et c'est aussi pour cette raison que une fois que ces cartes elles sont posées, c'est de quelle manière on en parle le plus facilement, au plus grand public, parce qu'on a compris, c'est des sujets techniques. On parle de tonnes de pesticides, on parle de kilos, on parle d'autorisation, on parle d'études qui sont parfois contradictoires, on vous donne des chiffres. Voilà. Donc nous, on est parti de ce constat en se disant comment est-ce qu'on peut redonner la main aux citoyens et à la jeunesse, et comment on va pouvoir autour de tout ça mettre une forme de mobilisation, et on a proposé aux gens de le faire et de se mobiliser, et ça a fonctionné, on peut le dire, parce que grâce à l'outil Check ton politique de Génération Future, assez rapidement les citoyens, on leur a proposé d'aller interpeller tout simplement le ministre de la Santé à l'époque pour comprendre la corrélation entre pesticides et exposition, etc. On a proposé des actions concrètes de mobilisation, et ça a redonné la main aussi au pouvoir et aux citoyens de se dire quel est le lien entre
entre ma santé et cette information. Et c'était ça pour nous la clé, c'est de faire comprendre au plus grand nombre que pesticides égale impact santé. Et pour y arriver, sans faire de mauvaises plaisanteries, vous avez coupé les cheveux en 4. Tout à fait, on s'est amusé à couper des coupes de cheveux. Alors que Expliquez-moi un peu comment vous l'avez fait, ce que vous avez fait. Alors c'est une spécialité pour On est prêt, je le précise pour ceux qui ne connaissent pas, on travaille notamment avec des personnalités, des influenceurs, des personnes qui ont accès aux réseaux sociaux et qui ont une forte visibilité publique, et on leur a proposé d'embarquer avec nous sur cette opération qui était de rendre visible l'exposition. Notre rôle à nous, c'était pas de rentrer dans le débat scientifique, on n'a pas proposé cette approche dans un cadre on va dire sanitaire, ce n'est pas une étude scientifique qu'on a posée, c'est simplement l'idée de dire si on prend au hasard les personnes les plus connues, engagées ou non dans nos causes, donc on a été couper les cheveux de Marc-André Sellos, donc scientifique sur les pesticides, comme de Yann Arthus Bertrand, ou des gens plus connus des milieux peut-être bio comme Ophélie ta mère nature, etc. Et on s'est aperçu en fait qu'en coupant les cheveux de 40 personnalités, eh bien quoi qu'il arrive, on retrouvait des traces de pesticides. Dans le meilleur des cas, 3 ou 4 traces, dans le pire des cas jusqu'à une vingtaine. Donc ces résultats, on les a analysés ensemble, et c'est ce qui nous a permis de montrer au plus grand nombre aussi que ce sujet touchait tout le monde. Et c'est de là qu'on a pu passer le cran d'après, qui est de, une fois que ce lien il est fait, qu'est-ce qu'on fait vraiment? Et c'est là le pouvoir des décideurs et des actions, enfin pour la suite en tout cas, qui reprennent le relais. On va continuer à en parler. Vous savez, Nadine, moi j'aime bien défendre souvent la veuve et l'orphelin. Et là, en l'occurrence, je vais pas défendre la veuve et l'orphelin, mais le patron d'une boîte d'agrochimie qui va vous dire, bon, vous êtes gentil, génération future, à prendre votre petite carte, là, à mettre les quantités de produits, etc. Mais moi, monsieur X producteur de pesticides, j'ai une autorisation de mise sur le marché, donc j'ai des autorités qui m'ont autorisé à les utiliser. J'ai des gens qui les ont testés, mes produits, mes molécules. Alors comment vous pouvez, j'allais dire, répondre à ces gens-là qui disent, attendez, moi, j'ai le document, je suis autorisé. Ah oui, ce sont les bonnes pratiques à chaque fois qu'on nous met, qu'on nous oppose. En effet, les produits sont homologués, sont évalués, etc. Mais nous, on a beaucoup d'arguments pour montrer que les évaluations, elles ont des failles, elles en ont beaucoup d'ailleurs. On a publié énormément de documents là-dessus. Il y a une différence aussi à prendre en compte entre ce qu'on appelle la science réglementaire, donc ce qui s'applique dans l'évaluation des pesticides, et la science académique, qui produit énormément de données qui ne sont pas systématiquement introduites en fait dans les évaluations des produits qui sont formulés ou des substances actives. Et quand on commence à s'intéresser à cette science académique, on s'aperçoit qu'il y a une vraie différence et qu'elle parfois illustre par exemple des problématiques de génotoxicité de certaines molécules. On parle du glyphosate, on en a beaucoup parlé, vous savez, cet herbicide si connu. Quand la science académique s'y intéresse, elle montre qu'il y a des effets potentiels de génotoxicité, de perturbations endocriniens, et ça c'est pas retenu en fait dans les dossiers d'analyse réglementaire. Donc forcément, on se retrouve sur le marché avec des substances dont on s'aperçoit après coup d'ailleurs qu'elles ont des potentiels pour la santé et l'environnement. Vous parliez tout à l'heure de la pollution de l'eau, la trazine. On disait non, pas de problème, c'est biodégradable. 20 ans, 30 ans après, on en retrouve encore dans l'eau. Donc malheureusement, les évaluations réglementaires, elles sont sujettes à caution. Et nous, c'est ce qu'on dénonce à chaque fois en publiant justement ce travail d'expertise. Je vous disais qu'on a une toxicologue, elle a travaillé 10 ans dans le réglementaire pour la mise sur le marché des biocides. Donc elle sait exactement de quoi elle parle. Quand elle nous dit non, là ça va pas, en fait, il manque des données pour montrer que ça n'a pas de problématique, notamment les effets aussi à long terme qui sont pas bien évalués, les effets sur certains types de populations qui sont pas faits, notamment les arthropodes par exemple. Donc il y a énormément de failles en fait dans ce système qu'on dénonce. Et c'est pour ça qu'on dit aujourd'hui, il faut adopter le principe de précaution et ne pas mettre sur le marché des substances dont on sait que potentiellement elles pourront avoir des effets sur la santé ou l'environnement. Mais alors, le principe de précaution, ça moi j'ai l'impression que c'est le principe du parapluie. On sait pas trop, donc hop, on ouvre le parapluie. Sauf que là, on sait. Et quitte à avoir des problèmes après économiques, parce qu'on se dit, finalement, on a déclenché un truc pour un produit ou pour une situation qui ne justifiait pas. Oui, mais les défaillances du système, on les paye aussi. On les paye dans la dépollution de l'eau, on les paye dans les coûts de santé. Ils sont évalués à peu près à 372 millions d'euros les coûts induits par les effets des pesticides. Ça, c'est la fourchette très basse. On peut aller jusqu'à 18 milliards d'euros. Donc, on pourrait faire des économies, en fait, en mettant pas sur le marché ces substances. Et il y a des modèles qui n'utilisent pas, en fait, de produits de synthèse, comme l'agriculture biologique, qui a fait ses preuves. Donc, on pourrait peut-être essayer de se donner les moyens de développer un autre système qui soit moins néfaste pour la santé et l'environnement. Aurélien, votre carte et vos cartes et les données que vous rendez publiques, elles sont
destiné à qui? Je suppose pas forcément aux dingues comme moi qui regardent toute la journée si dans leur département en Bourgogne on utilise beaucoup de produits phyto. Je suppose que c'est quand même à destination des décideurs, non? C'est à la fois à destination des agriculteurs et des collectifs d'agriculteurs, parce que les premiers concernés, parfois victimes des pesticides, ce sont les agriculteurs. Les agriculteurs ont aussi envie de réduire l'usage de pesticides, en tout cas certains agriculteurs. Donc nous, Solagro, on accompagne des collectifs d'agriculteurs qui veulent réduire. Donc l'agriculture biologique est une solution, mais derrière, il faut faire évoluer les systèmes de production, il faut faire évoluer les filières localement. Donc voilà, ça implique énormément de travail pour réduire l'usage des pesticides. Donc on parlait de la carte Adonis tout à l'heure, mais il y a un certain nombre d'indicateurs sur l'agroécologie qui gravitent autour de ça. Donc il y a les agriculteurs. Ensuite, cette carte-là, elle peut aussi servir effectivement à des décideurs, donc localement, pour avoir des références sur quel est l'usage aujourd'hui des pesticides et quels objectifs on se donne de réduction. Et c'est aussi à destination des chercheurs. On en a parlé un peu. Des chercheurs qui évaluent l'impact des pratiques agricoles sur l'environnement ou sur la santé. Donc ces données-là, les données Adonis, elles sont téléchargeables gratuitement. Toutes les semaines, on a encore des données qui sont téléchargées et on a des collectifs, des groupes de chercheurs qui réutilisent cette donnée pour produire de la référence. Et est-ce que ça suscite des réactions? Parce que quand on voit un département classé en rouge, on se dit oh là là, il y a un problème. Est-ce que souvent, est-ce que ça arrive que je sais pas moi, alors on appelait ça avant les conseils généraux, maintenant les assemblées départementales, et la personne généralement qui est en charge de l'agriculture ou de l'alimentation disent attention, il y a un problème, la carte nous dit que dans notre département on n'est pas bien. Est-ce que ça fait évoluer le truc ou c'est juste une carte, regardez, bon bah vous êtes pas bien et puis on referme? Non, dans les zones rouges, ça fait réagir. Et il y a de très belles initiatives dans plein de départements, dans plein de régions. Je crois que sur la table ronde précédente, vous aviez l'exemple de Terre de Source. Voilà, ça fait partie. En Bretagne, oui. Voilà, Eau du Bassin Rennais, la collectivité Eau du Bassin Rennais qui met en œuvre un projet qui permet d'embarquer les agriculteurs dans la réduction des produits phyto. Voilà. Donc on a des belles initiatives aussi, il y a des choses qui vont dans le bon sens et l'objectif c'est aussi quand même de travailler avec le monde agricole et avec les agriculteurs pour les amener dans le changement, quoi. Et alors comment on s'y prend aussi, Nadine, chez vous à Génération Future? Vous attendez que les conseils généraux, par exemple, soient en panique pour dire « Oh là là, il y a un problème » ou vous êtes plutôt proactif en disant « Attendez, là, messieurs, chez vous, vous avez des soucis ». Non, on est très proactif. En général, avant même les publications de nos rapports ou de nos cartes, on adresse en fait des courriers aux agences régionales de santé, par exemple, si on a observé sur des territoires des problématiques de pollution de l'eau spécifiques, ce qui leur permet, eux, éventuellement de prendre des initiatives et des mesures de restriction et d'alerte, peut-être. On alerte ici, bien sûr, les ministres, les autorités locales, dès qu'on peut, dès qu'on soupçonne, en effet, des problématiques, par exemple, d'achat qui sont un peu étranges sur des produits qui seraient aujourd'hui interdits. On a déjà fait des alertes directement au ministère de l'Agriculture, d'ailleurs, en disant on a repéré là, c'est bizarre, ces achats-là. Donc, on est aussi dans cette idée de prendre des mesures en amont, avant même que la chose soit vue de manière évidente, en fait, par le grand public. Et parfois, c'est vous qui alertez quand on s'aperçoit qu'on nous dit officiellement que les achats de pesticides ont baissé, mais qu'on voit par exemple l'arrivée d'Espagne des produits alors qu'ils ne devraient pas passer. Oui, ça nous arrive. On dénonce des trafics quand ils sont illégaux, même à la destination d'ailleurs des jardiniers amateurs. Il y a encore aujourd'hui des trafics qui se font et donc on fait des recours juridiques contre ça. Ouais, on s'oppose bien sûr. On dit que les jardiniers amateurs sont les plus gros utilisateurs de produits de synthèse, c'est vrai ou pas? On ment. Ah bon, on ment? Bien oui, bien sûr, parce qu'aujourd'hui c'est interdit l'utilisation pour les jardiniers amateurs. À l'époque déjà, c'était peut-être 10% maximum en fait de tous les usages de milieu agricole. Donc ils ont peut-être tendance parfois à surdoser, mais comme aujourd'hui ils ont plus le droit d'en utiliser, il n'y a plus de problème normalement, bien sûr. Alors Charlotte, je parlais des cibles peut-être adultes qui sont plus branchés 20 heures de TF1, France 2 ou M6, et la jeune génération qui est pas du tout branchée JT, qui est plutôt Twitter, et encore maintenant X,
Quoique même X, c'est quand même, je pense, pour la jeune génération. On peut parler de Blue Sky et de Mastodon. Enfin, voilà, c'est totalement ringard, X aujourd'hui pour les jeunes. On ne sait pas si c'est ringard, mais en tout cas, il y a déjà des nouveaux acteurs qui challengent voilà. toujours. C'est plutôt TikTok aujourd'hui pour on va dire faire passer le message ou pas? TikTok et Instagram restent deux réseaux très clés dans les méthodes d'information de la jeunesse, c'est une évidence. Instagram en priorité, et si on parle des enjeux, je crois qui vous concernent ici, c'est-à-dire sur l'alimentation, 85% des jeunes ont découvert un produit ou une recette sur Instagram. Donc ça vous donne un tout petit peu la portée de l'information. J'ai remis mes chiffres à jour avant de venir au cas où, mais 44% ont déjà acheté un produit suite à la recommandation d'un influenceur. Donc c'est presque la moitié de la jeunesse qui va acheter ces produits en fonction de ce qu'on leur recommande. Et je pense qu'il est très important de rappeler ces enjeux sur les sujets du bio, du sans pesticides et de l'alimentation saine, parce qu'aujourd'hui, voir des contenus d'influenceurs pour 75% des jeunes, c'est influer sur ce qu'ils pensent. C'est-à-dire que sur les 18-35 ans, il y en a 75% qui remettent en cause des méthodes de fond sur est-ce que je mange plus de viande, moins de viande, végé, pas végé, bio, pas bio. Et c'est des chiffres très importants à entendre quand on veut faire la promotion du bio ou du sans pesticides. Et il y a des combats sur lesquels il faut pas... il y a des terrains qu'il faut voir parce que les chiffres donnent le tournis. Je rappelle juste en termes d'investissement que l'investissement sur notamment, par exemple, l'influence on était en 2022, pardon. On tourne autour de 520 millions d'euros sur les produits alimentaires sur l'influence. En général, produits alimentaires, voilà. Pas uniquement bio. Non, tout confondu. J'ai pas les chiffres sur le bio. Et on sait que ce chiffre, il a pris 60%. Aujourd'hui, VS 2022. Hein. Donc, faut se rendre compte, et on n'a pas les chiffres de 2025, et on a eu une info en début d'année, on ne sait pas si ça se maintient, mais que le chiffre de l'investissement sur l'influence dépassera les investissements publicitaires pour la première fois de l'histoire. Alors, on a eu l'info en mars. On attend les chiffres actualisés pour voir si ça sera le cas, mais il est une évidence, c'est que l'influence aujourd'hui n'est pas à sous-estimer. Le bio doit en prendre conscience, et aujourd'hui les relais sur cet enjeu sont clés. Et je tiens à le nommer parce que dans les sujets de fond, il est important de comprendre qu'on a parlé de cartes, de pesticides, de complexité, de chiffres, d'études. Comment voulez-vous aujourd'hui qu'une jeunesse qui s'informe sur des contenus qui durent moins d'1 minute 30 comprenne le lien entre tous ces éléments dans ce contexte actuel très compliqué à décrypter. Donc ça, c'est notre travail et notre enjeu, et c'est l'enjeu de tous les gens qui sont sur ce salon, et j'espère qu'ils en ont conscience, parce que sinon, on loupe une marche. Oui, et justement, moi j'ai regardé, depuis qu'on a parlé ensemble pour préparer cette table ronde, j'ai passé beaucoup de temps sur TikTok. Je sais pas si je suis très heureuse de cette information. Et j'ai passé beaucoup de temps sur Instagram. Alors, des recettes de cuisine, j'en ai vu, notamment pour les jeunes, notamment pour les étudiants, mais j'ai quasiment pas vu de choses estampillées bio. Alors, est-ce que là, quelque part, la filière bio n'a pas un tout petit peu loupé le coche? Alors, regardez, on n'est pas beaucoup sur cette table ronde. Ça veut dire que déjà, il y a peut-être une prise de conscience qui doit avoir lieu. Et ça, je me permets de le dire sans aucun problème, parce que sur les réseaux, les choses vont beaucoup plus vite que dans la vraie vie. Et on se rend compte que, tout simplement, comme tous les acteurs traditionnels, on a toujours un train de retard sur les réseaux, et ça s'active très vite. Donc oui, il faut prendre conscience de ça. C'est pas qu'on passe à côté, c'est simplement qu'on entend aujourd'hui des grands enjeux sur la désirabilité du bio. 96% des jeunes identifient le logo AB sur les réseaux. C'est pas un problème d'identification. C'est-à-dire qu'il faut se poser la question, on a vendu le bio pendant tant d'années d'une façon, il faut peut-être se poser la question, comment on vend le bio demain? Et là, je me permets de dire... Il faut rendre le bio sexy? Sexy, évidemment, et plein d'autres choses. Il faut le réinventer, il faut rendre la cuisine globalement, redonner aussi, réintégrer la désirabilité. Enfin, toute une partie que le bio, dans sa volonté de santé, qui est la sienne, doit aujourd'hui prendre en compte ces enjeux clair en termes d'influence marketing, parce que c'est aussi de ça dont on parle. Et aujourd'hui, on est sur un salon où il y a beaucoup de marques, et on parle d'enjeux de société par ailleurs, donc chacun a son rôle. Et notre rôle à nous, c'est aussi de faire le lien avec ces acteurs. Et je vous raconterai peut-être après une anecdote, parce qu'on a un cuisinier influenceur parmi nous qui a fait l'expérience de cuisine bio-végétarienne dans un camion à 50 degrés. Je vous raconterai ça tout à l'heure s'il souhaite partager ce moment. Bon, apparemment, il a l'air d'être encore vivant, donc c'est bon. On rend tout le monde vivant à la fin, quoi qu'il arrive. C'est mieux pour TikTok. Nadine, chez Génération Future, comment vous y prenez pour, alors en dehors des chiffres, des études très sérieuses, ce dont vous me parliez tout à l'heure avec des scientifiques incontestables,
comment vous y prenez pour communiquer vers les plus jeunes? Parce que quelque part aujourd'hui, c'est eux qu'il faut séduire. Ce sont eux les clients de demain. Oui, alors on a bien conscience du fait qu'il y a une importance par rapport à ça. Alors nous, on a depuis peu de temps en fait embauché quelqu'un pour faire vraiment de la communication, ce qu'on faisait pas jusqu'à présent, parce qu'on faisait plutôt en effet de l'information, de la vulgarisation, en direction plutôt des décideurs, parce qu'il y a aussi un grand travail à faire d'acculturation des décideurs en général, des élus en particulier. Donc il y a quand même ce boulot qu'il faut continuer à faire. Ce qui ne nous empêche pas en effet de nous retourner vers la jeunesse. On s'appelle Génération Future, donc on est quand même un peu obligé de s'intéresser à eux. C'est indispensable. Et donc on essaie aussi d'avoir des outils. On a par exemple une semaine pour les alternatives aux pesticides qui se tient du 20 au 30 mars et qui a pour but justement d'informer le plus grand nombre. Et parmi les partenaires, il y a une cinquantaine de partenaires, on a des spécialistes de l'éducation à l'environnement qui vont faire tout un tas d'ateliers, d'informations en direction de ces populations-là, avec aussi un petit concours de dessin, etc. Donc on essaie de trouver des partenaires dont c'est le métier pour les informer sur la base des données que nous, on peut vulgariser. Alors, les mots ont un sens. On parlait beaucoup d'information maintenant, et notamment avec Charlotte, on parle d'influence. On n'est plus dans la même façon de vendre le message. Oui, alors on peut, si on informe bien et que derrière on influe, moi ça me pose pas de difficulté. Après, l'influence pour l'influence, sans avoir du fond, mais c'est pas ce que nous propose, on est prêt justement, ça me dérange pas. Mais vous avez raison, c'est important parce que derrière, ce qu'on vend, c'est soit de la bonne information, soit de la mauvaise information. Et nous, on est très regardants là-dessus. Ces derniers temps, il y a eu énormément de fausses informations qui ont circulé sur la bio, sur les effets, sur le fait que ce soit pas bien contrôlé, etc., etc. Donc nous, derrière ça, on doit ramener de la donnée, de la science, et que cette science-là, elle soit réappropriée par des gens qui ont une influence que nous, on n'a pas. Aurélien, chez Solagro, là aussi, votre cible de communication, c'est plutôt la jeune génération? Alors pas forcément que la jeune génération, mais on va travailler notamment avec des jeunes agriculteurs ou futurs agriculteurs, et on a des outils. C'est encore une fois, c'est très technique sur comment produire en bio ou en agroécologie. C'est la question, c'est est-ce qu'on peut produire toute notre alimentation en bio? La réponse est oui. On a un scénario qui nous guide, qui est le scénario After 2050. On fait de la prospection à 2050. Est-ce qu'on peut produire bio? Est-ce qu'on peut se nourrir en atteignant tous nos objectifs environnementaux, baisser nos émissions de gaz à effet de serre de 50% et réduire l'usage des pesticides? On a poussé le curseur jusqu'à réduire de 90% l'usage des pesticides. Et donc, on a un scénario qui nous guide et qui nous dit oui, c'est possible. Et comment on diffuse ce scénario? Donc, on a plusieurs outils. On a notamment une plateforme qui s'appelle Osae, où on publie des témoignages d'agriculteurs qui ont fait une transition agricole, qui étaient en conventionnel, qui sont passés en bio ou qui progressivement vont vers de l'agroécologie. Et pour en venir à la question de comment on touche les jeunes, c'était pas notre but principal au départ, mais cette plateforme est beaucoup utilisée dans les lycées agricoles. Voilà. Donc c'est un support de communication et pour l'enseignement, notamment pendant la période Covid, où en fait les jeunes ne pouvaient plus aller sur le terrain, se sont servis de cette plateforme pour avoir des données concrètes sur comment on fait pour produire en bio. C'est aussi une transition de système de production agricole. Alors moi j'aurais une question aussi, c'est limite question de l'oral du bac, Charlotte. Pour sensibiliser aujourd'hui, on va oublier toutes les histoires d'influence, est-ce qu'il faut forcément faire peur? Alors du coup, l'influence est quand même au cœur de ce sujet. Est-ce qu'il faut faire peur? Le principe d'avoir peur est malheureusement assez inévitable dans le monde où on vit, car les informations qui nous arrivent tous les jours, quelque part, font peur. Et dire le contraire serait aussi mentir. Après, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette peur? C'est-à-dire que dans un cas, vous avez une peur qui arrive. Si elle est traitée comme telle, qu'elle n'est pas gérée, elle se transforme très vite en panique. La panique non traitée comme ça vous amène à l'immobilisme, la rage, la haine, et donne très souvent lieu peut-être à ce qu'on va appeler une écologie individualiste, catastrophiste, etc. Et alors que la peur, une fois qu'elle est déclenchée, car nécessaire, parce qu'effectivement, quand on reprend là les pesticides, mais il y a plein d'enjeux sur l'écologie aujourd'hui interconnectés qui font tous très peur. Une fois qu'on a dit ça, si derrière on met en place une action, une mobilisation, un endroit pour canaliser en fait ce sentiment très fort, surtout on est très impuissant face à ça. Aujourd'hui, tout le monde le ressent. Nous, on représente une jeunesse qui se sent complètement délaissée là-dessus, incomprise, qui a un peu même
lâcher, enfin voilà, qui se disent de toute façon, il y a une rupture, quoi. Il y a une vraie Quand rupture on dit générationnelle. génération sacrifiée. C'est évidemment. Enfin, je veux dire, on a des gens qui essayent d'adresser une vision d'ici 2050, qui parlent à des gens qui, pour eux, leur parlent à horizon 50. Donc effectivement, il y a un décalage, on va dire, de fond. Mais cette peur, pardon, on va essayer de la transformer en action concrète, parce que. Alors, quel type d'action? Eh ben, c'est très clair. Chez On est prêt, on mène des campagnes donc de mobilisation citoyenne. Ça va passer. Alors, d'une part, on va mobiliser d'un côté, ces fameux influenceurs, parce que on a pour mission d'accompagner, de sensibiliser et de former des influenceurs aux grands enjeux de la transition écologique et sur des thématiques notamment agri-alim santé. Donc ça, c'est ce qu'on fait au quotidien et c'est le travail formidable de l'équipe influence chez nous qui accompagne une centaine d'influenceurs par an qui viennent rejoindre notre réseau, on va dire, de personnes VIP, talents, leaders d'opinion qui portent ces enjeux et qui portent nos campagnes. Et d'un autre côté, on fait des campagnes d'influence profonde et on va porter les enjeux sur nos grands sujets, comme je vous l'ai dit. Donc ça va être de l'appui sur des combats de fond, des plaidoyers comme ceux de Génération Future sur l'occasion des cartes, mais d'autres enjeux. Et on va se mettre au service et à la disposition des causes et des luttes communes, surtout des alliés, pour les faire éclore dans les grands enjeux de société. Et pour je rappelle, c'est ce qui s'est vraiment passé sur la dernière année avec cette révélation sur les pesticides, où on peut parler d'un avant-après en termes de perception, et on a encore des grands enjeux pour l'avenir de ce type. Alors, est-ce que c'est facile de faire rentrer des influenceurs dans ce jeu, sachant, et vous le disiez vous-même, que l'agroalimentaire dépense des centaines de millions tous les ans pour que la recette de pâtes industrielle soit faite par l'influenceur machin, que tel type de produit soit vendu par Nabila ou que tel autre produit alimentaire soit vendu par Lena Situation? Alors tout à fait, c'est une vaste question. Pour reprendre, parce que vous, il n'y a pas d'argent en jeu. Alors justement, nous on a une particularité, c'est comme vous l'avez compris, dans tout cet univers avec ces milliers et millions d'euros dépensés, nous sommes à peu près les seuls, enfin pas les seuls, mais on est très peu d'acteurs à adresser ces sujets auprès des influenceurs sans rapport économique. C'est-à-dire que de notre côté, on essaye d'avoir assez de financement pour produire ce qu'on va appeler des résidences, tête, cœur, corps, et vous pourrez en parler à Ludovic qui est là parmi nous, qui pourra vous en parler plus tard, qui accueille en fait ces influenceurs de manière gratuite, de manière en confiance. Il n'y a pas d'échange financier sur ces rapports, et pendant 3 jours, on les embarque et on leur explique tout simplement, on prend le temps d'expliquer les données techniques qu'on ne peut pas expliquer en 1 minute 30 de vidéo, les cartes qu'on ne peut pas expliquer en 3 minutes sur TikTok, et on prend 3 jours pour faire tout ça et commencer un travail de prise de conscience. Et ensuite, cette prise de conscience, on l'a fait grandir, on l'a fait travailler, elle va nous permettre d'adresser plusieurs sujets, de faire le lien entre les sujets, parce que même si on est sur le salon de la bio, si on veut jouer un peu, je suis sûre que en posant la question au grand public pour faire le lien d'interconnexion entre les problèmes, c'est compliqué, et on en a conscience. Donc nous, on travaille ces sujets de fond, ils sont longs, c'est le temps long, donc nous, on cherche des finances pour ça, pour garantir notre indépendance, tout simplement face à ça. J'avais envie de poser un petit quiz, mais là, les gens sont loin, c'est quel est le montant de la dernière vidéo produite par notre ami Squeezie, peut-être le plus connu des influenceurs. Je ne sais pas si quelqu'un dans le public peut répondre. Personne. Bon, on parle de 800 000 € la vidéo produite pour une vidéo. Pour la dernière méga moins vidéo, d'accord, 30. mais voilà, enfin c'est un peu plus sur ce coup-là, c'est un peu plus, mais sa dernière grosse production, on parle de vidéos qui coûtent aujourd'hui des budgets de cinéma, là où ça dépasse nous nos budgets annuels. Donc je lance un énorme appel aussi ici. Vous ferez le relais auprès des stands, et c'est valable pour tous les alliés de ça. On a besoin de soutien, et les influenceurs, si vous souhaitez qu'ils arrêtent de prendre la parole sur des enjeux qui sont contraires peut-être à ces enjeux-là, faut tout simplement les aider dans leur transition économique. Et c'est aussi un message qu'on veut faire passer, parce qu'on a beaucoup de gens qui nous adressent en nous demandant pourquoi les influenceurs prennent pas plus la parole. C'est pas très compliqué, c'est un modèle économique, l'influence est basée là-dessus. Si on veut le faire évoluer, faut leur faire confiance aussi, il faut leur donner les moyens. Donc c'est un grand appel que je porte ici pour eux et pour nous et pour tous les acteurs de ce secteur, parce qu'on n'est pas beaucoup et on a besoin d'aide. Et je fais une dédicace à Amélie Deloche et Paye ton influence sur le sujet. Voilà, merci. Nadine, les formats, par exemple, aujourd'hui de communication, notamment sur TikTok, on est autour de la minute 20, minute 30. Est-ce que, en 1 minute 30, on peut développer un sujet complexe comme les sujets que vous traitez, j'allais dire, au quotidien chez Génération Future, ou est-ce que, on est obligé de survoler?
Alors évidemment, nous, on essaye de vulgariser sans caricaturer, donc ça nécessite quand même de la précision. Faire simple sans être simpliste. Exactement. Et le diable étant dans les détails sur ces sujets-là, c'est vrai qu'on est quand même obligé d'être précis, donc c'est indispensable. Je pense qu'on arrive à faire passer quand même des sujets complexes. Il y a des influenceurs qui font ça assez bien, en vulgarisant très bien, qui ont un peu de culture scientifique et donc qui arrivent quand même à faire passer le message sans le brouiller ou sans trop le caricaturer. Donc ça me paraît possible, en tout cas, ouais. Il y a un problème, d'ailleurs, vous parlez de culture scientifique. On n'a plus d'émissions de vulgarisation scientifique à la télévision, par exemple. On se souvient d'émissions comme C'est pas sorcier, par exemple. En radio, il y en a encore un petit peu sur France Culture, par exemple, aussi. Mais on n'a pas l'impression que ce soit une préoccupation. Que on dit, bon, les préoccupations environnementales, c'est bien, mais bon, on n'en fait pas des tonnes non plus. Oui, c'est un vrai sujet, cette question de la science en général dans la société, d'ailleurs, même dans la population, chez les jeunes filles, c'est un sujet aussi, par exemple, comment on les forme à ces questions-là. La science, c'est quelque chose auquel il faut s'intéresser, et c'est vrai aussi dans les médias mainstream. Vous avez de plus en plus de journalistes qui connaissent peut-être pas très bien les questions scientifiques, ils sont de moins en moins nombreux, donc peut-être pour vulgariser, ça devient de plus en plus difficile. C'est aussi le rôle de passerelle d'une association comme Génération Future d'essayer justement de transmettre cette information et de la vulgariser. Il y a dans les associations vraiment des gens qui font un excellent boulot pour aider à cette compréhension-là. Ce serait important en effet que tous les médias continuent à s'emparer de ces sujets-là. Du coup, les médias publics, pour nous, c'est des médias importants parce qu'ils font encore quand même ce travail-là. C'est plus difficile vers d'autres, ça c'est clair. Et quand on parle des sujets qui sont douloureux comme ceux en effet de la pollution, etc., il faut avoir l'envie de le faire. Donc pour certains médias c'est pas facile. Mais bon, il me semble en tout cas nous on arrive encore à faire passer nos messages. Il y a des réalisateurs encore qui font le travail, qui font de la documentation et qui font des documentaires qui sont très grand public et qui sont vulgarisés et qui pourtant sont assez précis. Donc il faut continuer à se battre pour ça. Mais surtout, il faut continuer à se battre pour que l'information, elle soit fiable, parce que sinon, ça décrédibilise l'ensemble du discours. Et je crois que alors, c'est pas mon habitude de parler de moi ni de donner de leçons, mais je pense qu'on pourrait reprendre l'exemple d'il y a quelques années à France Inter, où la direction de la rédaction avait eu l'intelligence de mettre dans le même bureau la spécialiste environnement, la spécialiste sciences et le spécialiste agriculture. Et ils ne sortaient généralement des bons sujets parce que finalement, on échangeait entre nous bien avant d'aller à l'antenne et de vendre quoi que ce soit. Mais ça, malheureusement, comme vous le disiez, c'est pas forcément la réalité aujourd'hui dans les rédactions et dans les médias. Oui, c'est sûr. Après, il y a encore des très très bons journalistes qui font vraiment très très bien leur travail. Nous, on ne critique pas du tout et au contraire, ce qu'on appelle souvent de manière un peu péjorative les médias mainstream. Il y a des gens qui font vraiment bien leur boulot. Ils sont indispensables parce que sans eux, on aurait du mal à atteindre ces décideurs parfois. Donc, nous, ce qu'on peut publier, ça n'a de sens que si c'est relayé et si c'est bien relayé par les bons médias. Alors, si je comprends bien en ce moment, Charlotte et Nadine, vous avez un peu de boulot en dehors de votre boulot habituel parce que il paraît qu'en 2027 en 2026 il va se passer quelque chose. Là, on va remettre des papiers dans des boîtes transparentes. C'est quoi en ce moment votre objectif? C'est ça, c'est la sensibilisation des élus. Alors c'est vrai qu'en ce moment, alors moi je vais passer pour une vieille peau presque, mais ça fait plus de 20 ans que je travaille sur ces sujets-là. On vit un temps politique de régression très fort sur nos sujets. On n'a jamais été aussi informé en fait de la problématique, des dangers que pose aujourd'hui l'utilisation des pesticides sur la santé et l'environnement et d'autres polluants chimiques. On n'a jamais eu autant d'études et pourtant les décideurs, les politiques et les législations, qu'elles soient nationales ou européennes, régressent de manière hallucinante. Au niveau européen, en ce moment même, on a co-signé toute une tribune, 114 organisations qui dénoncent le fait qu'il va y avoir une dérégulation en fait de la mise sur le marché des pesticides. Alors qu'on sait aujourd'hui qu'il faut plus que jamais réguler. Donc je vous parlais tout à l'heure de l'acculturation, il faut la faire en direction de ces décideurs. Donc l'année prochaine, en effet, ce sont les municipales. On est tous au taquet là-dessus pour essayer d'informer en fait les candidats et les élus sortants pour leur dire il faut que vous mettiez des mesures en place, notamment pour plus de bleu dans les cantines, une meilleure protection de la ressource en eau, etc. En perspective aussi de 2027 pour que ce sujet de l'environnement et de la santé soit en top light et que ce soit pas l'immigration ou d'autres sujets. Non pas que ça pose pas de problème, la sécurité évidemment, mais que c'est aussi un sujet majeur pour les générations futures de parler de santé et d'environnement quand même. Charlotte, vous, chez vos jeunes militants, ils sont, comme on dit, au taquet là pour la période des municipales, pour faire entendre la voix de la jeune génération.
Oui, bah en tout cas on fait tout pour et on se prépare à cette séquence. Pour revenir sur le sujet des médias mainstream, je voulais juste préciser que évidemment on est complètement conscient qu'on n'est pas du tout en train de critiquer les médias classiques. C'est juste on veut nommer aussi la notion de complémentarité et aussi rendre la vision que aujourd'hui une émission de qualité, je n'en nommerai aucune pour pas faire de favoritisme. Non, puis sur on va Twitch, se faire des ennemis après. Voilà, mais donc, une émission sur Twitch de décryptage sur les réseaux, c'est facilement 3 millions de vues, là où une vidéo d'information de décryptage classique peut être 3 fois moins sur des sujets aussi similaires et aussi sérieux. Donc nos militants pour les municipales, on les prépare aussi à prendre la parole et des postures sur les réseaux sociaux, à se mettre en place digitalement et à faire entendre leur voix et en tout cas leur volonté de ne pas laisser tous les sujets qui leur tient à cœur, tout simplement ne pas être présent dans la campagne. Et le digital va avoir un rôle clé, celui de mettre en avant tout simplement les luttes communes d'une génération autour des grands enjeux de l'écologie, de la justice sociale et du vivant. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui on est prêt tout simplement pour les municipales et bien plus avec les présidentielles dans la foulée. Donc, si je vous comprends bien, les gens de ma génération, c'était plutôt on va manifester devant les mairies ou devant les permanences des candidats. Vous, c'est plutôt de prendre ces joyeux petits objets et de faire entendre votre message et de poser les questions, voire de dénoncer. Sincèrement, je serais pas aussi radical. On a toujours été persuadé que l'action de terrain et l'action physique et les rencontres ne changeront jamais. L'humain est trop important et le besoin de se retrouver, il est clé. En revanche, c'est le rôle qu'a les réseaux dans cette union physique qui vient faire la différence. Et de toute façon, les débats, les ronds-points, les endroits où se retrouver, les endroits où discuter et reprendre du dialogue, des fermes qui seront ouvertes pour faire des rencontres entre écologie et agriculture, des réseaux de magasins bio qui nous ouvriront la voie pour mettre en place, mettre en avant ce qu'on peut faire, par exemple. C'est typiquement le genre de démarche dans lequel on souhaite se mettre. Et ça, Aurélien, pour vous, c'est aussi une bonne période pour parler de ce que vous faites, de ce travail de fond qui est parfois pas très très visible, mais qui est très important. Oui, c'est une période importante parce que, comme je l'ai dit, on travaille avec des collectivités. Donc les messages, ils passent par les médias, par les réseaux sociaux, mais sur le terrain aussi. Donc il y a des ouvertures on peut aller sur le terrain voir les agriculteurs, mais il y a aussi des messages qui passent auprès du jeune public par des choses qui se mettent très concrètement en place localement. Et donc par exemple, on accompagne des collectivités qui mettent plus de bio dans les cantines. Donc voilà, c'est des actions très concrètes où finalement je pense que ça c'est un rôle aussi important dans la sensibilisation des jeunes. Donc notre travail dépend des équipes qui sont aux commandes dans les municipalités, voilà. Donc c'est un moment important et on espère il nous faut de la continuité localement pour que les politiques qui soient mises en œuvre. Voilà, on vise 2050, donc 2050 c'est plusieurs élections communales, municipales. Il y a ça, il y a par exemple les ordonnances vertes. Les ordonnances vertes, c'est qu'on va prescrire à ce qui existe à Strasbourg, voilà, notamment avec les paniers. C'est ça. Prescrire des paniers bio. En l'occurrence là, c'est à des femmes enceintes, mais voilà, ce sont des choses qui concrètement permettent de faire passer certains messages, pas que par les réseaux sociaux. Alors, avant de vous donner la parole, faites-nous signe si vous voulez poser des questions, intervenir, réagir. Moi, il y a une question. Alors là, je suis sûr que vous allez me détester, Nadine. Quand on regarde parfois certains des messages que vous faites passer et qu'on est téléspectateur, auditeur ou lecteur moyen, on se dit la barbe, quoi. Franchement, vous nous faites peur, vous nous faites paniquer, vous nous dites qu'on va mourir en mangeant des pommes ou que sais-je encore, ou des asperges. Et l'écologie joyeuse dans tout cela. Faire passer tout ça avec un grand sourire en disant, ça peut être génial si on se bouge tous un petit peu. Est-ce que c'est possible de faire de l'écologie joyeuse? Ah, mais les deux... Moi, j'ai pas le sentiment que ça existe aujourd'hui. Si, alors évidemment, nous, en fait, on a toujours marché sur deux jambes, c'est-à-dire, bien sûr, informer sur les effets néfastes, parce que ça sert à rien de mettre la poussière sous le tapis, il faut quand même qu'on sache à quoi s'attendre et donc être clair, et ça permet justement de mieux agir, parce que quand on sait contre quoi on doit se battre, c'est plus facile de prendre des bonnes décisions. Et l'autre jambe sur laquelle nous on marche, c'est les alternatives. Donc proposer justement des solutions. Il y a plein de solutions qui existent, on les met en avant. D'ailleurs, dans le cadre des municipales, on va mettre en avant les municipalités qui ont été exemplaires dans plein de domaines. Le bio dans les cantines, la protection de la ressource en eau, l'installation d'agriculteurs bio sur les communes. Donc il y a plein de choses qui se font. Donc au contraire, nous
on essaye de montrer que, bien sûr, il faut avoir conscience de là où on est, mais que c'est possible de faire autrement. Et dans l'action, justement, tu l'évoquais tout à l'heure, Charlotte, c'est ça qui nous pousse, en fait, à être meilleurs. Et donc, moi, je crois que les deux sont jouables. Il faut à la fois dire les choses clairement, pas se cacher, pas se voiler la face, et en même temps dire que justement, à côté de ça, on sait faire autrement. Et il y a plein de choses très chouettes qui se font. Ouais, parce que souvent, j'ai l'impression quand on nous envoie des messages sur l'écologie, sur la bio, par exemple, il y a tout de suite derrière un message disant si vous le faites pas, il y aura une taxe, il y aura une amende, il y aura un truc. On dit bon, bah voilà, ok, c'est encore la carotte, c'est encore le bâton, mais pas la carotte. Ah non, mais clairement, au contraire, alors, ce qui serait le pire, c'est de ne rien faire, parce que pour le coup, justement, bien sûr. Ouais, donc moi, je crois qu'au contraire, le fait de se dire qu'on se met en marche et qu'on fait des choses, on va gagner plus de sous. En fait, l'écologie, ça rime avec économie à plein des égards. Donc, on sait dans certaines communes, par exemple, où ils produisent du bio sur la cantine, eh ben, ils ont finalement des repas qui sont de meilleure qualité, meilleurs pour la santé. Les enfants sont heureux, ils mangent des produits et les personnes qui cuisinent sont heureuses aussi parce qu'elles transforment leurs propres produits, etc. Donc, c'est une écologie très joyeuse. C'est pas du tout terne, en fait. On peut cuisiner bio, cuisiner bien. Il y a plein de chefs aujourd'hui qui se mettent à faire du bio, utiliser des végétaux aussi pour le faire uniquement. Donc, on peut en effet faire de l'écologie heureuse. Et au contraire, je pense que derrière, on se sentira tous mieux. Quand on met en place aussi des systèmes qui finalement sont moins prédateurs, bah, on fait revenir de la biodiversité, ça rend tout le monde content. Donc, moi, je crois beaucoup à ça, en fait. Et alors, Charlotte, vos influenceurs, parfois, ils font preuve d'aussi malheureusement, je les connais pas bien, mais ils font preuve d'un peu d'humour pour faire passer le message ou Ah pas? oui, beaucoup. Et d'ailleurs, j'inviterai, ceux qui peuvent aller voir notre réseau, on travaille beaucoup d'humoristes et justement l'écologie. Moi, je trouve que mettre en face l'histoire de l'écologie joyeuse et tout, je vous cache pas que, moi c'est pareil, c'est un peu dépassé comme truc quoi. On parle d'écologie joyeuse. Bon, dites-moi, je suis un vieillard, allez-y. Pardon. Non, c'est pas que c'est la question dépassée, c'est plutôt comment prendre la question. C'est-à-dire que est-ce qu'on parle d'une écologie aujourd'hui où on nous vend de manger des pesticides quoi qu'il arrive, parce qu'aujourd'hui je vais pas rentrer dans les chiffres qui font peur parce que c'est pas l'objet, mais est-ce que ça c'est joyeux? C'est ça que on a du mal à comprendre en fait dans le sens même de la question. C'est pas que la question est dépassée, c'est plutôt pourquoi on voit cette question dans ce sens. C'est un peu le sujet de dire il y a des influenceurs engagés, d'autre part ça devrait être le contraire, c'est-à-dire qu'on parle du principe que être joyeux demain, c'est justement arriver à se nourrir sans pesticides, pouvoir être sûr de nos ressources, savoir être, on va dire, transparent sur d'où ça vient, avoir le sentiment que tout ça organise quelque chose en local, que comme le dit Nadine, ça a un impact sur tout, c'est pas que sur ce qu'on mange, c'est sur la vie, l'impact sur les populations, sur l'ensemble du système, et c'est ça surtout qu'on veut mettre en avant. Alors, madame, on va vous donner le micro. Voilà, madame qui est là. Je me demandais juste, parce que du coup vous dites que vous travaillez avec les influenceurs, et je me demandais comment ils arrivent à faire passer justement ces messages. Est-ce que vous avez un retour derrière sur comment ils arrivent à bien faire passer les messages ou pas? Est-ce qu'ils touchent pas déjà un public qui est déjà sensibilisé? Et voilà. Alors merci pour la question. Alors dans le cadre du programme qu'on appelle Déclic Influence, qui est un peu le programme qui est à destination des gens justement qui prennent pas jusqu'à présent la parole sur l'écologie, mais qui ont envie de le faire. C'est pas parce qu'ils le faisaient pas avant qu'ils ne souhaitent pas s'engager sur ce chemin, et surtout ils en avaient peut-être pas conscience et on les aide dans cette démarche. C'est notre rôle de les accompagner. Donc ça, on est vraiment dans l'idée d'embarquer. En fait, je suis désolée, j'ai perdu le fil si tu peux juste repréciser la fin de la question. Pardon. C'était plus comment ils arrivent à faire peut-être dans les formats ou alors dans les messages. Et... voilà, merci, pardon. En fait, c'est une question assez ouverte dans le sens où on leur laisse toujours le choix d'incarner ce qu'ils ont appris avec nous de leur propre manière. C'est-à-dire que ils ont cette volonté de s'emparer de leur sujet. Si on parle à quelqu'un qui est humoriste, très souvent il va faire de l'humour. Quand on embarque quelqu'un qui fait de la cuisine, il va l'impacter dans la manière de faire ces formats. Et tout à l'heure, je racontais pour l'exemple, cet été, on a proposé aux influenceurs de participer à une expérience dans un camion à 50 degrés, là, le Climate Sense, avec l'expérience de Christian Clot. Et typiquement, les influenceurs qui sont montés de temps, on leur a mis un challenge de faire une vinaigrette sous 50 degrés qu'elle n'arriverait pas à monter. On a traité ça sous forme d'humour, de challenge. On a utilisé tous les codes qui permettent de parler légèrement aussi sous d'autres sujets. Donc, on laisse le choix aux influenceurs de traiter leur sujet comme ils le souhaitent, selon leur thème à eux, parce que c'est comme ça qu'ils vont tout simplement l'incarner le plus justement possible. Mais quand même avec un petit regard dessus ou pas?
Ils peuvent nous demander de l'aide, surtout sur les sujets techniques, ça nous est arrivé, et en toute transparence, sur les sujets, par exemple, pesticides, ils peuvent nous demander, on comprend plus rien entre les molécules, même nous, enfin voilà, Nadine, on l'a déjà appelé vraiment pour essayer de nous expliquer. C'est chez vous qu'on appelle au secours après pour dire, mais attendez, là, il y a un truc sur la ça peut molécule. arriver. Bah, on essaye en tout cas de donner les meilleures informations pour que ce soit relayé le mieux possible aussi, que Ouais, mais même oui. pour eux, leur culture à eux, c'est intéressant. C'est hyper intéressant de se rendre compte aussi que dès qu'ils sont, voilà, ils rentrent dans le sujet des influenceurs, et ben le sujet du pesticide c'est tellement compliqué que ils se rendent compte aussi le niveau de réalité. Du coup, ils déconstruisent aussi les informations. Comment ça se fait que j'arrive pas à trouver l'information? Et du coup, ça donne en soi une information. Et c'est le début de l'histoire, et c'est pour ça qu'ils s'embarquent aussi à aller chercher les choses derrière. Et le chemin commence. Bon, et vos influenceurs qui étaient là tout à l'heure, qui ont fait la recette à 50 degrés, sont partis, ils avaient pas l'air non, très- ils ont pour ils avaient mission pas de l'air très faire en le forme. tour du salon et d'être bien accueillis, j'espère, par des nouveaux partenaires potentiels qui voudront mettre en avant leurs produits. Près d'eux. Et d'ailleurs, c'est très intéressant ce que vous faites avec les influenceurs, parce qu'on regarde que de l'autre côté, j'allais dire, de la barrière, les agriculteurs aussi s'y sont mis récemment. Bien sûr. Je pense à notamment une association qui s'appelle les agri-youtubeurs. Tout à fait. Et quelque part, certains messages sont sensiblement les mêmes, Ah, mais sauf que c'est pas tourné au même endroit. On travaille avec des influenceurs agriculteurs, je vous rassure, dans notre réseau. Les agriculteurs sont aussi les alliés de l'écologie, et dans l'approche dont on est prêt, ça a toujours été le cas, et c'est clé vraiment de le répéter, surtout dans le contexte actuel. Voilà. Et donc, peut-être encore une question, une petite dernière avant, j'allais dire une petite dernière pour la route. Non. Alors, moi, je voudrais juste poser une question sur cette façon de communiquer. Est-ce que on peut imaginer dans le futur une communication qui ne soit plus, comme je le disais au tout début, contestable, argument contre argument? Est-ce qu'un jour on arrivera à avoir une sorte de consensus autour de toutes ces problématiques d'environnement et de bio? Alors, pour ce faire, il faudrait pouvoir compter sur la bonne foi de tout le monde, ce qui est pas toujours évident. Non, c'est la France. On est très latin pour ça. Voilà. Ouais. Si on s'appuie sur les données scientifiques qui sont publiées, normalement, il doit y avoir consensus, et globalement, sur les effets néfastes des pesticides, il y a consensus, sauf vraiment ceux qui veulent ignorer à tout craint qu'il y a plus de problème. Donc globalement, on arrive quand même à se mettre d'accord là-dessus. Après, le problème, c'est les solutions qu'on apporte à cet état de fait, donc et le changement nécessaire à apporter. C'est là-dessus, en fait, que la friction se fait. Le curseur aussi, où est-ce qu'on met le curseur, jusqu'où on va. Donc, et là, c'est tout le jeu, en fait, de nous, en tant qu'association, on défend l'intérêt général. En face de nous, on a des gens qui défendent des intérêts particuliers. Donc, c'est un peu différent. Le poids aussi pèse pas de la même manière. Hein. Les lobbies agrochimiques sont beaucoup plus lourds que nous, et donc ils arrivent parfois à mieux faire passer des messages parce qu'ils ont les bonnes entrées là où il faut. À nous de continuer à faire bien notre travail, à donner les bonnes informations, à s'appuyer sur la recherche, la science, les médecins, les professionnels de santé, ce qu'on fait, les écotoxicologues, ceux qui savent, en les sachant, et continuer à croire en la science et pas la détourner au profit d'intérêts privés. Eh bien, écoutez, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup de nous avoir rejoints pour participer à cette table ronde. Je vous rappelle que vous pouvez revisionner cette table ronde sur le site natexpo.com. Très bonne fin de journée.